Il fallait obtenir 270 grands électeurs pour accéder au bureau ovale. Donald Trump y est parvenu alors que les résultats de l'élection présidentielle américaine tombent au compte-gouttes. Le candidat républicain a très rapidement pris une large avance sur sa concurrente démocrate Kamala Harris. En effet, ce dernier a rapidement remporté 2 États décisifs et les républicains ont pris le contrôle du Sénat. De quoi renforcer la confiance qui régnait très tôt ce mercredi dans le camp de Donald Trump. La chaîne conservatrice Fox News a d'abord annoncé la victoire du républicain dans l'État de Pennsylvanie avant d'entériner sa victoire finale, même s'il n'était alors qu'à 267 grands électeurs. Les États clés ont ainsi basculé un à un du côté des républicains jusqu'à ce que Donald Trump obtienne 277 grands électeurs. Selon CNN, notamment dans l'État de Géorgie ou en Caroline du Nord. Merci de m'avoir élu 47e président des États-Unis, a-t-il déclaré depuis son QG en Floride, avant de revendiquer une victoire jamais vue aux États-Unis. Le président français Emmanuel Macron a félicité Donald Trump et dit être prêt à travailler ensemble avec lui, comme ils l'ont su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité, a réagi Emmanuel Macron sur X. La Chine espère quant à elle une coexistence pacifique avec les États-Unis. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a présenté ses plus sincères félicitations à Donald Trump. Le ministre japonais Shigeru Ishiba, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, Benjamin Netanyahu ont aussi félicité Trump. D'après Associated Press et CNN, Donald Trump s'est imposé dans le Wisconsin. Il obtient 10 grands électeurs supplémentaires, ce qui lui permet de passer la barre fatidique des 270 grands électeurs et de faire son retour à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté. Le problème de l'Ukraine peut amener vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est pro-russe, lui. Il supporte les Russes. Alors, les Russes que vous voyez aujourd'hui, ils veulent vraiment une position sur le plan européen. Le problème que je vois avec ça, c'est l'euro. L'euro, parce qu'aujourd'hui, il va faire douter les Européens sur comment ils vont être ensemble. Okay? Sur le plan, par exemple, de l'OTAN, traité de l'Atlantique Nord que vous voyez, aujourd'hui, Trump ne croit pas à cela. Il veut vraiment démanteler l'OTAN. C'est peut-être trop dire, mais vraiment, il n'aime pas ça. Et donc, l'euro et l'Europe en tant que telle est actuellement menacée, avec aussi la position de Viktor Orban, qui est son ami. Le Viktor Orban, d'ailleurs, il l'a invité chez lui, le président hongrois. Il l'a invité chez lui et tous, ils ne croient pas à ces institutions supranationales-là. Donc si l'euro maintenant est menacé, vous allez voir que nous avons une parité fixe avec l'euro, ça va nous impacter, bien entendu, sur le CFA. Comme nous sommes un pays pétrolier, aujourd'hui, il y aurait une pression à la baisse, tout simplement, des prix du pétrole. Pourquoi? Parce que vous avez le pétrole conventionnel et le non conventionnel. Aujourd'hui, les États-Unis sont arrivés à un point où ils ont dominé sur le plan matériel comment faire avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Et donc, la production, on va voir, Trump a dit drill, baby, drill. Ça veut dire quoi? Qu'on retire le pétrole, qu'on retire le gaz, ne pas tenir compte de tout ce qui est changement climatique. Donc, on verra qu'il y aura un excès d'offres de pétrole, donc qui va avoir une baisse tendancielle sur les prix du pétrole. Donc on peut voir que les prix vont diminuer parce que pour lui, l'inflation à la base, c'est l'énergie aujourd'hui. L'odeur du poisson séché nous accueille au marché de Castor, où il est très difficile de circuler. En cet après-midi, les marchands exposent sur le sol leurs légumes frais. Henday Rokaya Faye, trouvé en train de marchander, salue l'initiative du ministre du Commerce. La vie est chère, cela va arranger tout le monde, surtout nous qui venions au marché. Je viens d'épuiser l'argent que j'ai amené, j'ai fait un retrait pour compléter. En tout cas, c'est une bonne solution qui arrange tout le peuple. Non loin d'elle, Awa Tchandoum est en pleine activité. Devant son commerce, un bol d'ail entre les mains, elle trouve que la réduction de tous les prix serait la meilleure solution.
Il faudrait diminuer tous les prix pour que commerçants et consommateurs puissent s'en sortir. Les prix montent et redescendent. Par exemple, le sac d'oignons coûte présentement 10 000 et cela va augmenter. Je vends le kilo à 5 000 francs, mais si cela augmente, je vais devoir augmenter le prix de vente. Éviter l'inflation des produits alimentaires devient un chantier énorme. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé en juin dernier le retour de la SONADIS comme moyen de contrôler le marché. Avec ces nouvelles stratégies, le gouvernement du Sénégal vise à favoriser l'accès aux produits de première nécessité à des prix abordables. Les semences et les intrants ont été vraisemblablement mis à la disposition des producteurs à temps et les pluies ont été abondantes et bien réparties dans le temps et dans l'espace, notamment en faveur de la filière maïs. Résultat, les récoltes sont abondantes et présentent des rendements records, selon Souleymane Baldé, producteur à Diankankunda dans la commune de Mampatim à l'est de Kolda. Cette année, on va doubler la production de l'année dernière. Les animateurs ont posé les carrés de rendement. La coopérative va produire plus de 2000 tonnes. Parce que cette année, on a eu les intrants et les semences de qualité à temps. On remercie le gouvernement et en particulier le ministre de l'Agriculture. Chaque année, le Sénégal importe des milliers de tonnes de maïs, une tendance inversable selon Souleymane Baldé. Si on travaille avec les coopératives à la base, le Sénégal peut produire le maïs qu'on va consommer au Sénégal. Parce qu'il y a des producteurs de maïs très engagés. Moi, l'année dernière, j'avais produit 120 tonnes de maïs et cette année, 200 tonnes, moi seul. À la tête d'une coopérative qui regroupe environ 1600 membres, cette as de la filière maïs invite l'État à redoubler d'efforts dans la mécanisation de l'agriculture et dans l'accompagnement des producteurs. Nous, on a un seul tracteur qui est très vieux, qui tombe toujours en panne. Il faut qu'on sollicite nos parents gambiens pour qu'ils nous aident à labourer les parcelles des membres de la coopérative. Entre autres doléances des membres de la coopérative, le soutien et l'accompagnement de la filière horticole dans la localité. Face à cette quête perpétuelle de la souveraineté alimentaire, nous invitons l'État à réunir les conditions pour exploiter la terre en toute saison. Pour exploiter la terre 12 mois sur 12, nous demandons à l'État de nous faire des mini-forages et clôturer les parcelles. Le développement de la filière avicole au Sénégal a considérablement boosté la filière maïs dans la région de Kolda. Mais le manque de matériel agricole continue de freiner les ambitions face à la forte demande. Il y a un hôpital qui est en construction. Et je pense que la construction est même aux arrêts. Nous avions alerté quand nous étions à l'opposition. Maintenant que nous sommes au pouvoir, notre rôle, bien entendu, de manière naturelle, est de faire de notre mieux pour que les travaux de finition démarrent le plus tôt possible pour le bénéfice non seulement des populations de Géoul, mais également des populations environnantes. Cela va résoudre un réel problème parce que Géoul est un point stratégique. Les populations de Ngouran, de Bandeng, donc de Mbaor en général, viennent ici pour se faire consulter. Et si cet hôpital-là, vraiment d'une grande capacité, commencerait, je pense que cela résoudrait un problème de rush au niveau du centre de santé, surtout le lundi lors des marches hebdomadaires. Donc je pense que cela soulagerait davantage les populations à se faire consulter, mais également à se faire soigner de manière plus calme et plus... Nous allons tout simplement user de nos contacts au niveau du sommet de l'État pour que non seulement cet hôpital finisse, mais également pour que la population de Géoul sente davantage l'État du Sénégal auprès de ces populations. Parce que Géoul, comme vous le savez, c'est une ville stratégique, une ville communément religieuse où toutes les franges de la population, de la communauté musulmane s'y retrouvent. Et elle mérite, Géoul, en tant que ville, mérite une attention plus particulière. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique fait le point sur l'évolution de la statistique publique au Sénégal lors de son amphi de rentrée. Le directeur de l'établissement insiste sur l'importance de la modernisation des nouvelles technologies. C'était une occasion de revisiter l'histoire de la production statistique au Sénégal, donc bien avant même les indépendances, et de voir les progrès réalisés jusqu'aux dernières réalisations actuelles où il y a une utilisation plus accrue des sources de données alternatives. Et la statistique est en amont, au milieu et à la fin de toute politique publique. Parce qu'avant de mettre en place les politiques publiques, il va falloir bien
avoir une situation de référence pour savoir donc, le niveau des indicateurs de développement socio-économique. Il faut suivre ces politiques pour les évaluer et à la fin, il faut bien mesurer les impacts pour voir est-ce que ces politiques ont permis de répondre à la question centrale qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. La statistique occupe une place de choix dans les politiques publiques. Pour le directeur général de l'École nationale et de l'analyse économique, c'est un domaine important à prendre en compte. Parce que comme on l'a dit, la statistique, elle est utile et elle est même incontournable pour les politiques publiques. Mais la statistique aussi, en tout cas traditionnellement, elle obéit à un certain nombre de critères. Elle peut être coûteuse, la production statistique peut prendre du temps. Et parfois, les autorités ont besoin d'informations fraîches pour pouvoir prendre des décisions, notamment dans le cas d'urgence, comme le cas des inondations qui a été soulevé. Et c'est dans ce cadre surtout que l'avènement des nouvelles technologies et donc la modernisation avec le Data Innovation Lab peut être d'un apport très important. Parce que ça permet effectivement de raccourcir les délais et d'avoir des données disponibles presque à temps réel, donc en utilisant les données satellitaires, en utilisant les données de téléphonie mobile, combinées avec la production statistique de base. Avec le développement de la technologie, le président de l'amicale de l'ENSAE est convaincu qu'avec l'intelligence artificielle, tout devient facile. En tout cas, nous remercions d'abord les anciens parce que durant la présentation, ils nous ont eu à présenter leurs méthodes anciennes de travail. À la différence de ce que nous connaissons, nous, la jeunesse, on ne peut pas même imaginer ce qu'ils faisaient en avant. En tout cas, nous constatons que le travail est beaucoup plus simple actuellement. Et l'avantage est qu'on peut maintenant beaucoup plus se concentrer, non pas sur la méthode, mais sur l'essentiel et sur le résultat. Donc, ce passage de l'époque ancienne, mais l'utilisation des techniques très anciennes, à l'intelligence artificielle permet d'aller beaucoup plus vite et de viser encore plus loin afin de rattraper le temps que nous avons eu à perdre, notamment dans le domaine de la science. La statistique joue un rôle incontournable dans les politiques publiques. La technologie participe à l'évolution des données statistiques. C'est pourquoi l'ENSAE compte renforcer son fonctionnement et s'adapter à l'évolution technologique. Sous le thème Femmes, Innovation et Technologie, la deuxième édition du Forum de l'investissement au féminin a rassemblé de nombreux participants, marquant ainsi un engouement pour l'inclusion des femmes dans les secteurs technologiques et innovants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Une occasion pour la présidente du Women's Investment Club de revenir sur les axes majeurs de ce forum. Le Forum de l'investissement au féminin, c'est un des événements phares du Women Investment Club. C'est la deuxième fois que nous l'organisons au Sénégal et c'est un événement qui nous permet de rassembler les acteurs de l'écosystème autour de l'entrepreneuriat, autour de l'investissement, autour de l'accompagnement notamment des femmes entrepreneurs. Donc c'est un investissement qui nous permet sur 2 jours, à travers des discussions, des panels, des ateliers, de sensibiliser sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin, mais surtout aussi de partager les innovations, notamment celles du WIC, en matière de financement et d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Cette deuxième édition, organisée en collaboration avec l'ambassade de France au Sénégal et la communauté Leonsec Invest Sénégal, a également permis à la présidente de faire le point sur les réalisations faites jusque-là par le WIC. Depuis 2020, on a accompagné plus de 400 entrepreneurs à travers différents programmes et aujourd'hui, on en est à notre 9e cohorte en termes d'accompagnement des entrepreneurs. Lorsqu'on parle d'un accompagnement financier, donc là, c'est le volet investissement, le WIC Capital a aujourd'hui investi dans 10 entreprises, 9 sont au Sénégal, 1 est en Côte d'Ivoire et c'est des entreprises dans lesquelles on a investi. Notre premier investissement s'est fait en 2020 et donc le dernier s'est fait en 2024. Cet atelier d'interaction entre différents acteurs du domaine de l'entrepreneuriat lui a également permis de revenir sur le mode d'accompagnement des entrepreneurs, mais aussi les secteurs privilégiés. Alors, on est dans tous les secteurs. Notre premier investissement, par exemple, c'est une entreprise qui évolue dans le recyclage de pneus. Donc, il y a un impact environnemental, mais qui permet également de fournir aux industriels un intrant qui est essentiel dans leur processus. On a investi dans la mode, on a investi dans des plateformes technologiques, on a investi dans de l'agroalimentaire. Si vous allez regarder les exposants, on a investi dans la cosmétique. Donc, on a investi vraiment dans des secteurs diversifiés. Nos 2 derniers investissements, celui en Côte d'Ivoire, c'est une société qui fait des palettes pour la logistique et l'autre, c'est Esteval, qui est une entreprise qui existe depuis plusieurs années et qui fait tout ce qui est transformation de produits locaux.
En concluant son allocution, la présidente a évoqué plusieurs points de ce forum qui vise à accompagner davantage les femmes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Nous voulons que notre mouvement soit intégré dans le parti, parce que nous savons que l'élevage fait face à de nombreuses difficultés. Nous sommes représentés dans les 14 régions et je puis vous dire que les éleveurs ne sont pas retrouvés dans les régions précédentes. C'est pourquoi nous voulons un ministère de l'élevage avec de nouveaux interlocuteurs, pas ceux qui sont là depuis belle lurette, qui n'ont rien fait pour le développement du secteur. Les éleveurs sont fatigués, l'aliment des bétails est cher, les bêtes sont assoiffées parce qu'il y a un problème. À cela s'ajoute la question du vol des bétail. Nous voulons avoir le même soutien des agriculteurs, avoir l'aliment des bétail pour nous épargner le bazar. Secteur élevage pour ko développer nga réewum Sénégal ndax moom mooy ni mara day li gën a développer ci réewum